Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de cette émission spéciale Liqa Khas, où nous recevons M. Ahmed Ould Mohamed Ould Khairou, connu sous le nom de Ahmed Traoré, administrateur civil à la retraite, ancien ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ancien député de Dar Naïm et ancien du commandement territorial. Excellence, bonsoir. Bonsoir Moussa. Visiblement, à travers votre profil, la Mauritanie est bien dans sa diversité. Que répondez-vous? Quand je pense à la diversité de la Mauritanie, je pense aux arts, à la diversité des arts, à la diversité des coutumes, à la diversité des modes de vie de ces différentes composantes, les différentes composantes de la Mauritanie. Je considère que la diversité telle qu'elle est, connue en Mauritanie, est une richesse, une très importante richesse, une richesse inépuisable. Quand on veut connaître la Mauritanie, il faudrait connaître la Mauritanie à travers son art, à travers son artisanat, à travers son habitat, à travers son archéologie, à travers ses habitudes culinaires, à travers également ses vêtements et ses parures. La Mauritanie a une très grande richesse. Cette richesse est valorisée par sa position stratégique. Elle se trouve entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Et c'est un atout important que beaucoup de pays aujourd'hui nous envient. Beaucoup de pays auraient voulu être dans la position de la Mauritanie. Et je crois que c'est un atout que nous devons préserver. Nous devons revaloriser cette diversité culturelle. Nous devons faire en sorte que véritablement elle soit là pour toujours. Excellence, monsieur l'ambassadeur, quelle comparaison faites-vous entre la Mauritanie d'hier et la Mauritanie d'aujourd'hui? Vous savez, la Mauritanie d'hier et la Mauritanie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui les séparent. Au plan de la démographie, il y a quelques années, nous étions 1 million et aujourd'hui, nous sommes presque 4 millions. Au plan politique, jusqu'à encore une date relativement récente, nous étions un parti politique. Nous sommes aujourd'hui plusieurs partis politiques. Et nous avons le pluralisme syndical. Hier encore, nous avions une école publique. Aujourd'hui, nous avons plusieurs écoles privées. Hier, on n'avait pas de société civile. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sociétés, beaucoup d'ONG et la société civile est présente en tant qu'acteur, en tant que partie prenante dans ce qui s'est fait dans le pays. Mais je dois dire également que la Mauritanie d'hier n'est pas la Mauritanie d'aujourd'hui parce qu'elle est soumise aux aléas climatiques. Les changements climatiques a fait qu'il y a eu une transformation dans les habitudes, dans les comportements. Le monde rural s'est pratiquement vidé. Les gens se sont retrouvés dans les grandes villes parce que le mode de vie, le mode de l'économie traditionnelle a beaucoup été touché par ce phénomène de changement climatique. Les gens se sont retrouvés dans les grandes villes et commencent à vider plus ou moins le monde rural. Et ça, c'est un problème. Nous sommes également confrontés aujourd'hui, la Mauritanie d'aujourd'hui connaît la prolifération des moyens de communication modernes, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est branché sur le monde. Tout le monde sait ce qui se passe à l'intérieur du pays, tout le monde sait ce qui se passe à l'extérieur du pays. Et même nos enfants, parfois, avec les moyens de technologie nouvelles, parfois sont beaucoup plus informés, beaucoup plus au courant des faits que nous qui sommes leurs parents.
Donc, en aucune manière, la Mauritanie d'hier ne peut pas être la Mauritanie d'aujourd'hui. Et je dirais même plus loin que la Mauritanie de demain encore, ce ne sera pas la Mauritanie d'aujourd'hui. Donc la Mauritanie d'aujourd'hui a connu un progrès remarquable. Oui, je dois dire qu'il y a eu des progrès, certainement, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites et d'autres choses qui sont venues s'ajouter, évidemment, sur le plan des infrastructures de base, sur un certain nombre de problèmes économiques, sociaux, politiques, je l'ai dit tout à l'heure, démographiques, tout ça. Donc il y a des choses importantes qui se sont réalisées entre-temps. Donc, monsieur Ahmed Ould Mohamed Ould Khairou, connu sous le nom d'Ahmed Traoré, quelle lecture faites-vous de la Mauritanie actuelle en tant qu'ancien du commandement territorial? De la Mauritanie actuelle, bon, je dois dire que cela m'amène à dire que, comme je l'ai dit, la Mauritanie est passée par plusieurs étapes. Nous avons connu la Mauritanie des années... Moi, j'ai connu la Mauritanie à partir de 1960, de l'indépendance, jusqu'à nos jours. Et de 65 à 78, j'ai occupé des postes de simple fonctionnaire, puis ensuite de chef de service du personnel, la direction de la fonction publique et directeur des services administratifs à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'était une période. C'était une période qui m'a permis de voir la Mauritanie évoluer. Donc il fallait créer la Mauritanie à partir d'une situation difficile. Puis ensuite, elle a évolué. Il y a une autre période qui s'est étalée de 1978 à pratiquement 1984, où nous avons connu des régimes militaires qui se sont succédés et également qui a été marquée par une certaine instabilité des institutions. Puis ensuite, nous avons connu une période de 90 à 2003, une autre période de régime civil. Puis ensuite, nous avons connu les derniers événements. Donc, la Mauritanie est passée par plusieurs phases. Elle a plusieurs phases, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des choses qui sont très bien et il y a des choses peut-être qui sont moins bien. Ok, mais actuellement, vous sentez en tant qu'ancien du commandement territorial que la Mauritanie est stable depuis bientôt 6 à 7 années. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, depuis les accords de Dakar de 2009, moi j'étais dans le Front national de la défense de la démocratie. Évidemment, nous avons à l'époque dénoncé le changement anticonstitutionnel. Puis ensuite, il y a eu les accords de Dakar, il y a eu des élections qui se sont passées. Et ensuite, bien sûr, les choses sont revenues à la normale. Bon, maintenant, oui, il y a une stabilité, mais aussi, il y a une situation aussi difficile qui fait que sur le plan politique, les antagonistes politiques ne sont pas encore arrivés à se retrouver et à s'entendre pour dégager quelque chose qui va dans l'intérêt de la Mauritanie. On reviendra sur ce point, mais en attendant, ancien du commandement territorial, donc je reste un peu sur ce point. Apparemment, vous avez connu M. Mes'oud Ould Khair dans l'administration. C'était en quelle année et comment vous l'avez trouvé? Et comment pouvez-vous aussi nous parler du climat qui régnait à l'époque? Bon, disons que Mes'oud, d'abord, c'est notre doyen dans l'administration. C'est notre doyen dans le commandement. C'est aussi notre doyen dans le gouvernement. Donc, pour nous, Mes'oud est un homme de référence. C'est quelqu'un pour qui nous avons beaucoup d'estime et beaucoup de considération parce qu'il est quelque part un peu notre aîné. Et c'est vrai, nous avons fait un peu l'ENA, l'école d'administration ensemble. Nous avons fait 3 mois de perfectionnement professionnel pour accéder au cycle A. Lui au cycle A long et moi au cycle A court. Puis ensuite, nous avons été nommés tous les deux. Lui, je crois, préfet de Rosso en 79 et moi-même préfet de Kifa en 79. Et donc, voilà un peu comment les choses sont passées. Bien, ensuite, je l'ai connu plus tard, je l'ai rencontré plusieurs fois quand il était ministre du Développement rural. Il m'a une fois invité dans son bureau, je suis venu et il m'a fait part
de la décision du gouvernement, certainement à l'époque, de m'envoyer comme gouverneur de région. Et ensuite, les choses ont changé. J'ai été nommé plutôt directeur du travail. Ok. Et quelle comparaison faites-vous entre Messoud à l'époque et Messoud aujourd'hui? Pourquoi voulez-vous qu'on parle spécialement de Messoud? Pourquoi? Non, c'était votre compagnon, il était votre collègue. Oui. On veut avoir un peu une idée sur les souvenirs, sur les moments de cette époque, durant cette période. Oui, Messoud, comme je vous ai dit, c'était un fonctionnaire modèle. C'est quelqu'un qui connaissait très bien l'administration territoriale et qui a été nommé dans une période un peu difficile où des gens de notre classe sociale étaient très rares dans le commandement territorial. Et à l'époque, donc, nous nous sommes tous donnés pour objectif de ne pas échouer. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Parce que déjà, il y a des préjugés nous concernant. Si également l'un de nous échoue dans sa mission, ce serait une très mauvaise chose. Je crois que Messoud a toujours, je pense, peut-être je me trompe, mais en tout cas c'est mon cas, je pense aussi que Messoud a toujours été animé par ce sentiment de réussite. Et il a été un très bon fonctionnaire. Puis ensuite, Messoud est devenu un homme politique. Il a occupé les fonctions que vous connaissez. Et je ne peux pas vous dire plus sur Messoud que tout le monde connaît. Très bien. Maintenant, on parle du dossier politique, notamment de dialogue national. Vous avez fait le PRDS, vous avez fait l'Adil, vous avez fait l'UIAM. Pourquoi l'UIAM a décidé de participer au dialogue national? Vous savez, l'UIAM, ce n'est pas la première fois qu'elle décide de participer à un dialogue. Nous avons une longue expérience dans le domaine du dialogue, dans la mesure où, quand on était au FNDD, nous avons participé aux accords qui ont permis d'aboutir aux accords de Dakar. Puis ensuite, en 2011, nous avons justement participé avec notre doyen Messoud El-Boulkhair et avec le parti Sawab, avec également le parti du colonel Lekhal. Nous avons participé au dialogue de 2011. Et je dois dire que ce dialogue nous a permis de réaliser un certain nombre de choses importantes. Et nous considérons que ce dialogue est globalement positif et encourageant également. Et je pense aussi que si à l'époque nos autres frères de l'opposition nous avaient rejoints, on aurait pu certainement réaliser des choses encore plus importantes. Mais je pense aussi qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. Nous avons participé au dialogue parce que c'est un principe pour nous. C'est un principe. Nous pensons que le dialogue est la seule manière et la seule voie de régler de façon pacifique tous les problèmes qui se posent. Donc, c'est un forum qui permet à tous les Mauritaniens de se retrouver, d'échanger sur la situation du pays, de proposer et d'arriver à des solutions consensuelles. Voilà pourquoi nous participons en tant que parti et pourquoi nous sommes pour le dialogue national politique. Certains hommes politiques hésitent encore. Visiblement, ils ne veulent pas participer au dialogue. Avez-vous un appel à lancer à ce monde politique? Ce monde politique est composé de nos frères. Ce sont des compatriotes, ce sont des Mauritaniens. Autant nous sommes préoccupés par l'intérêt de ces pays, je pense également autant eux, ils sont préoccupés par l'intérêt de ces pays-là. Ce que je voudrais dire, c'est que, quelles que soient les divergences qui existent, quels que soient les malentendus qui peuvent exister, je demande à ce que chacun fasse un sursaut pour l'intérêt supérieur de la Mauritanie. Dans la mesure où le président Mohamed Abdelaziz a tendu la main à plusieurs reprises d'ailleurs, malgré la situation que nous vivons aujourd'hui, malgré le fait qu'au niveau du Parlement, il a une majorité parlementaire évidente, il a tenu quand même à faire ce dialogue. Moi, je pense aussi que nos frères de l'autre côté, de l'opposition, doivent saisir cette occasion et venir avec nous pour qu'ensemble, on puisse discuter des problèmes de la Mauritanie. Oui. Dans la mesure où nous considérons qu'il n'y a pas de tabou
dans la mesure où tous les problèmes peuvent être débattus. Tous les problèmes qui concernent de près ou de loin la Mauritanie peuvent être débattus. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison que nos frères ne viennent pas. En tout cas, nous, de cette opposition, nous tendons la main aussi bien aux uns aux autres pour le dire qu'ensemble, comme le disait le président Mokhtar Ould-Daddah, feu Mokhtar Ould-Daddah, que Dieu ait pitié de son âme, comme il le disait, faisons ensemble la patrie mauritanienne. Je crois que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons construire ce pays. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La porte est encore ouverte. À tout moment, nos frères peuvent nous rejoindre pour qu'ensemble, on puisse lancer ce dialogue. Très bien. Donc, nous parlons du dossier des droits de l'homme en Mauritanie. Avez-vous pris part une fois, au nom de la Mauritanie, à des conférences internationales sur les droits de l'homme en Mauritanie? Pas spécifiquement le droit de l'homme, vu comme un concept de droit inviolable et sacré que reconnaît la Constitution à tout être humain, à tout être humain, pas spécifiquement. Mais j'ai eu à assister à plusieurs conférences de l'Organisation internationale du travail. Et j'ai eu aussi à assister au niveau du ministère des Affaires étrangères, j'ai eu à assister également à plusieurs conférences de l'Organisation des Nations Unies à New York. En ce qui concerne le BIT ou l'OIT, où je suis resté comme directeur du travail pendant 6 ans, et parmi tous les dossiers que nous avons eu à traiter à l'époque, il y avait un dossier qui a été un dossier assez épineux dans la mesure où, à la suite des événements de 1989, nous avons été, nous avons été interpellés devant la commission des normes de l'OIT suite à une réclamation qu'a présentée contre nous, contre le gouvernement mauritanien, par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, la CNTS. Cette réclamation disait que nous avons violé le droit de l'homme, le droit des travailleurs, et nous les avons, n'est-ce pas, privés de leurs droits, de leur salaire, de leur droit à la sécurité sociale, etc., etc. Donc cette réclamation nous a été envoyée par les BIT. Et on nous a demandé à l'époque de répondre à cette réclamation du Sénégal. Nous avons répondu. Nous avons répondu. À l'époque, c'est moi qui avais fait la réponse. J'ai fait une réponse de 17 pages et qui a été envoyée au BIT. Entre-temps, j'ai quitté la direction du travail. Quelle est la suite de ce dossier, de ce que vous avez présenté? Oui. La suite du dossier. Je vais vous le dire. D'accord. Ensuite, j'ai quitté la direction du travail. Et un beau jour, je fus convoqué par le ministre du Travail, qui était à l'époque Mohamed Abdelrahman Loumoui. Monsieur Mohamed Abdelrahman Loumoui m'a dit qu'il va à Genève et qu'il souhaiterait aller avec moi à Genève. Je n'étais plus directeur du travail. J'étais sans affectation. Il m'a demandé de l'accompagner. Je lui ai dit que je ne l'accompagne pas. Et il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit parce que je ne suis plus directeur du travail. Il m'a dit mais vous êtes fonctionnaire de l'État. Je lui ai dit oui, je suis fonctionnaire de l'État, mais je peux démissionner, je lui ai dit. Il m'a dit, il s'est mis à sourire. Il m'a dit oui, je ne vous connais pas, monsieur Khairou, je ne vous connais pas, mais il y a monsieur Baba Ould Sidi qui est secrétaire général qui vous connaît. Et je vous ai connu surtout à travers la réponse que vous avez faite pour le BIT. Quand j'ai lu la réponse, j'ai demandé à ce qu'on me convoque celui qui a fait la réponse. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. J'ai dit alors, il m'a dit, ce que vous avez écrit pour défendre la position de la Mauritanie m'a plu, il m'a dit. C'est pour ça que je tiens à ce que vous partiez avec moi. Et j'en ai parlé au président qui est d'accord sur le principe. Je lui dis, s'il s'agit de la Mauritanie, s'il s'agit d'aller défendre une position concernant la Mauritanie, je suis prêt à partir. Mais si c'est pour autre chose, je ne pars pas, parce que je n'ai pas, la curiosité de revoir Genève, que je connais parfaitement bien, pour y avoir été plusieurs fois.
Mais si c'est dans ce cadre, je suis prêt à partir. Nous sommes allés à Genève et nous avons, n'est-ce pas, défendu notre cause. Et les points que nous avons soulevés étaient les suivants. Ça devient de l'histoire maintenant. Ouais, de toute façon, entre le Sénégal et nous aujourd'hui, nous sommes, et je l'ai dit d'ailleurs, nous sommes deux pays frères. Le premier argument que nous avons dit que si des travailleurs mauritaniens ont été expulsés, des travailleurs plutôt sénégalais ont été expulsés au Sénégal, eh bien il y a aussi des travailleurs mauritaniens qui ont été expulsés du Sénégal à la Mauritanie. Ouais. Et si l'on compare le nombre qui était estimé à l'époque à 10 000, et en Mauritanie on parlait de 500 000 Mauritaniens rapatriés, je crois que véritablement il y a une différence. Ça c'était le premier point. Que vous avez évoqué. Que nous avons évoqué. À Genève. À Genève. Ouais. Le deuxième point que nous avons évoqué, nous avons dit que, d'ailleurs, le BIT n'a pas besoin de nous consulter, nous ni le Sénégal. Ils n'ont qu'à se référer au commissariat aux réfugiés, parce que ce sont eux qui ont fait le pont aérien entre Dakar et Nouakchott. Ils n'ont qu'à dire combien de Mauritaniens ils ont rapatriés, et combien de Mauritaniens ils ont ramenés, et combien de Sénégalais sont partis. Ouais. Ils vont vous donner les chiffres. Ça, c'est un. Deuxièmement, à supposer que le droit du travail, je dis bien à supposer que le droit du travail a été violé en Mauritanie, eh bien il l'a été également au Sénégal, parce que nous avons des travailleurs qui étaient au Sénégal. Donc si le BIT condamne la Mauritanie, eh bien le BIT aura condamné à tort la Mauritanie. S'il ne s'agit que de la violation des droits de l'homme, la violation des droits des travailleurs, si elle l'a été ici, elle a été également de l'autre côté. Et enfin, nous avons dit que le BIT n'a pas intérêt, il n'y a aucun intérêt à condamner la Mauritanie. Dans la mesure où le Sénégal et la Mauritanie sont deux pays frères, deux pays voisins, et que le BIT doit plutôt encourager à ce que le Sénégal et la Mauritanie s'assoient autour d'une même table de négociation et discutent des problèmes pour trouver une solution. Alors c'était ça notre argument de force. Je crois que le ministre Mohamed Abdelrahman El-Mouyne est là. Vous pouvez lui poser la question. C'est exactement ce que je vous dis, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Eh bien, au bout du 6e jour, après que nous ayons pris contact également avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, l'ambassadeur du Koweït, parce que je crois que son Excellence Mohamed Abdelrahman a été ambassadeur dans ces pays, nous avons pris également contact avec le représentant régional pour l'Afrique du BIT et pour le monde arabe. À la suite de ces contacts, on était parti pour un mois. Le 6e jour de la conférence, eh bien, la réclamation du Sénégal a été retirée de l'ordre du jour. A été retirée? Elle a été retirée de l'ordre du jour. Au 6e jour? Au 6e jour de notre arrivée, elle a été retirée du... Et vous étiez parti pour un mois? Nous étions partis pour un mois. Oui. Et d'ailleurs, le soir où cela a été retiré, Mohamed Abdelrahman m'a invité. Il m'a dit, ce soir, tu vas dîner avec moi dans mon hôtel. Moi, j'étais descendu dans un autre hôtel qu'on appelle l'hôtel Windsor. J'étais avec Mohamed Ali, aussi dit Mohamed, qui est actuellement au BIT. Et j'étais, je crois, avec qui d'autre? Mohamed Mahmoud El-Mohamed Radi, au nom de l'UTM, je crois bien. Et il y avait le directeur du travail, qui était à l'époque Edman Oulissal. Nous étions là. Il m'a dit, bon, ce soir, je vous invite, vous allez dîner avec moi, comme nous avons terminé notre mission. Je lui ai dit, bon, d'accord, nous avons une mission réussie. Hein, pardon? Une mission réussie. Oui, c'est ce qu'il m'a... Bon, ensuite, moi, nous avons dîné, je suis rentré à mon hôtel. Quand je suis rentré à mon hôtel, je reçois un coup de fil. Moi, je pensais que c'était ma famille à Nouakchott qui me téléphonait. On m'a dit non, vous avez une communication. Je parle, c'est Mohamed Abdelrahman El-Mouyne que je venais de quitter. Bon, il m'a dit, bon, on vient de me téléphoner de Nouakchott pour me dire que vous êtes nommé directeur général de la Socogip. Ok, bonne nouvelle. Voilà, c'est comme ça que j'ai été donc nommé à la direction générale de la Socogip. Je suis resté un an, juste un an, et je suis allé au Parlement. Et vos efforts ont été reconnus par l'autorité supérieure du pays. C'est encourageant. Disons que, bon, moi j'ai fait ça, je ne cherchais pas de contrepartie. En réalité, je ne l'ai pas fait pour une contrepartie. Mais lorsque véritablement Mohamed Abdelrahman m'a dit que
c'était dans ce sens, c'était pour la Mauritanie. Oui. Effectivement, je lui dis sans contrepartie. Je pars, je lui dis. Vous avez rendu service à la Mauritanie et la Mauritanie a reconnu vos efforts. Je l'espère, oui, c'est ce que je pense, c'est ce que je pense, c'est ce que je pense. Ouais. Voilà comment les choses se sont passées. Ouais. Je suis resté 1 an à la Sokojim et on m'a présenté comme député de Dar Naïm. Ouais. Et lorsqu'il s'agissait de choisir entre mon poste de directeur général de la Sokojim et mon poste de parlementaire, Ouais. j'ai préféré aller au Parlement, Ouais. simplement parce que j'ai dit que je ne pouvais pas aller solliciter la voix de l'électorat. Ouais. Une fois que je l'ai, Mhm. alors je reste dans mon poste. Ouais. Alors ça, c'est une incohérence. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis allé à l'Assemblée. À Je l'Assemblée. suis resté 5 ans. Ouais. J'ai été élu questeur de l'Assemblée. Ouais. Je suis resté 5 ans questeur de l'Assemblée. Ouais. Voilà. On constate aussi que vous étiez à Dar Naïm en tant que député. Oui. Une fois, vous êtes nommé ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Oui. et de la coopération. Vous avez déménagé Dar Naïm. Oui. Et vous êtes revenu à Dar Naïm. Pourquoi quitter Dar Naïm et revenir à Dar Naïm? Oui, quand j'étais secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Oui. avant d'aller aux Affaires étrangères, j'ai continué à habiter à Dar Naïm. J'ai continué à habiter à Dar Naïm parce que je pouvais travailler sans problème particulier. Mais une fois que j'ai été aux Affaires étrangères, il fallait que je sois dans un endroit où je peux être joint à tout moment. Évidemment, au ministère de l'Intérieur, c'était le même problème, mais j'avais un talkie-walkie qui me permettait d'être en rapport avec les gouverneurs de région, les autorités, à partir du talkie-walkie que j'avais. Ouais. Mais au ministère des Affaires étrangères, il fallait que je sois dans une résidence avec un téléphone fixe, parce que je peux être contacté à n'importe quel moment par les ambassadeurs Ouais. pour des urgences, Ouais. soit nos ambassadeurs à l'extérieur, soit les représentations diplomatiques accréditées auprès de notre pays. C'est pour ça que momentanément, je suis venu m'installer ici, à Taverak-Zeina, du côté de Las Palmas, là, par là. Ouais. Et dès que j'ai pris ma retraite, je suis retourné à Dar Naïm et je suis à Dar Naïm depuis janvier 2001. Ça fait 16 ans que je suis là, parmi les populations qui ont bien voulu, à un certain moment, m'accorder leur confiance. Très Voilà. bien, Excellence. On profite de votre présence pour parler de quelques événements que la Mauritanie a connus en 66, en 78, en 84, en 87, en 89, début des années 90, 2005, 2008 et tout récemment les événements d'Ixar. Quelle lecture faites-vous de tous ces événements? Moi, je dirais, s'agissant de ces événements, je dirais que c'est simplement des événements douloureux, des événements malheureux et des événements regrettables. Regrettables parce qu'il s'agit d'événements qui concernent le peuple mauritanien. Et un Mauritanien ne peut pas être à l'aise, il ne peut pas être heureux quand il voit son peuple se déchirer ou quand il sent que quelque part le peuple ne s'entend pas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des événements douloureux, c'est des événements malheureux, c'est des événements que nous ne souhaitons pas. Mais aussi, la nature est ainsi faite. La Mauritanie, certainement, est passée par plusieurs événements avant ça. Et si on regarde ce qui se passe à travers le monde, regardez la guerre de 100 ans. On dit la guerre de 100 ans, mais en fait elle est de 116 ans. C'est une guerre qui a opposé la France à l'Angleterre. Ouais. Pourquoi? Parce que les Anglais voulaient, n'est-ce pas, avoir le royaume de France. Et cette guerre a duré pendant 116 ans. Elle s'est terminée par quoi? Elle s'est terminée par la paix. Combien il y a eu de morts? Combien il y a eu de blessés? Combien il y a eu de sinistrés? 116 ans, vous vous rendez compte de guerre. Alors aujourd'hui, la France et la Grande-Bretagne sont membres de l'Union européenne jusqu'à hier où la Grande-Bretagne s'est retirée. En 1914-1918, la France et l'Angleterre étaient d'un côté contre l'Allemagne. En 1939-1945, la France et l'Angleterre étaient d'un côté contre l'Allemagne. Donc c'est pour vous dire que à ça aussi,
même si on voit aux États-Unis d'Amérique, vous avez vu la guerre de sécession, 1861-1865. C'était entre les États du Nord contre les États du Sud. C'était une guerre civile à l'intérieur de l'Union. Pourquoi? Parce que les uns étaient des esclavagistes, les sudistes, et les nordistes étaient des abolitionnistes. Finalement, cette guerre s'est terminée. Les États-Unis sont devenus un État fédéral et ils comptent tous les États qui sont fédérés avec leur constitution qui leur est spécifique. C'est quelque chose qui est terminé. En Mauritanie, ici, nous avons connu la guerre de Charbob vers les années 1600 et quelques, entre les Zawaya et les Beni Hassan. Elle a duré 30 ans. Finalement, elle s'est terminée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Entre les Zawaya et les Beni Hassan, c'est une paix qui est scellée pour toujours. Donc aussi en Mauritanie, c'est vrai, il y a eu ces événements. Mais ce sont des événements que nous condamnons tous. Ce sont des événements tristes auxquels aucun Mauritanien n'adhère. Mais au-delà de ces événements, il y a quand même la Mauritanie. La Mauritanie est plus importante que tout. Nous devons la préserver. Parce que ceux qui ont été victimes et les autres, c'est tous des Mauritaniens. Ils sont condamnés à vivre ensemble. Et ils ont vécu ensemble depuis plus de 1500 ans. En bonne harmonie, en bonne intelligence, dans la coopération, dans le mixage culturel, dans le mixage biologique, dans les échanges commerciaux. Pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à transcender ce problème? Moi je pense qu'effectivement, vous avez cité un certain nombre de problèmes. Je pense que c'est des problèmes qui sont liés au problème de la cohabitation. La cohabitation de nos populations. Alors, bien sûr, vous me direz quelle est la solution que vous préconisez. Oui. Pour moi, Oui. la solution ne peut être qu'une rencontre. Appelez ça dialogue, appelez ça forum, mais une rencontre des Mauritaniens. Oui. Pour qu'ils s'assoient autour d'une même table, qu'ils se regardent face à face, qu'ils se disent la vérité, que chacun sache qu'il a besoin de l'autre. La Mauritanie blanche a besoin de la Mauritanie noire. La Mauritanie noire, elle a besoin de la Mauritanie blanche. La Mauritanie blanche sans la Mauritanie noire n'est pas la Mauritanie. La Mauritanie également noire sans la Mauritanie blanche n'est pas la Mauritanie. Donc la Mauritanie, c'est à la fois la Mauritanie blanche et la Mauritanie noire. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. On ne peut pas aller nulle part qu'ici. Donc, partant de ce principe, je pense que véritablement, on doit pouvoir se retrouver et discuter. Et la meilleure façon, c'est autour de ce dialogue. Nous avons bien sûr l'occasion qui est offerte aujourd'hui, de ce dialogue qui va avoir lieu bientôt. Il n'y a pas de raison que tout le monde ne vienne pas et qu'on discute des problèmes nationaux, qu'on discute du problème de l'unité nationale, de la cohabitation, qu'on discute du problème de l'esclavage, s'il existe encore, ou de ses séquelles, appelez-le comme vous voulez, qu'on discute du problème de la cohésion sociale, qu'on discute des problèmes d'indépendance de la justice, qu'on discute de tout ce qui va dans le sens de renforcer la démocratie en Mauritanie. Voilà un peu ce que m'inspirent les événements qui se sont passés et pour lesquels je souhaite véritablement qu'on trouve une solution définitive. Une solution définitive qui passe par le pardon. Il faut qu'on arrive à ce qu'on se pardonne les uns les autres. Si certains individus se sont rendus coupables de certaines choses, ce n'est pas toute la Mauritanie qui s'est rendue coupable de certaines choses. Ça aussi, je pense qu'on doit l'avoir à l'esprit. On ne doit pas non plus dire que parce que certains événements se sont passés, c'est donc toute une autre communauté qu'il faut combattre, qu'il faut indexer, qu'il faut accuser à tort. Je pense que c'est ça l'erreur. De l'autre côté aussi, je pense aussi qu'on doit savoir qu'effectivement, il y a eu des gens qui ont subi des torts dans leur propre pays et que ces torts doivent être réparés. Je pense qu'à partir de là, on doit faire un pardon, tourner la page et construire la Mauritanie de demain. Vous avez parlé de la Mauritanie d'hier et d'aujourd'hui. Moi, je parlerai de la Mauritanie de demain. Elle ne peut se construire que lorsque véritablement nous aurons franchi ce pas. Voilà. Vous m'avez parlé de la Gazra. Oui, je parlais un peu du quartier d'Ixar, là, où il y a eu récemment quelques affrontements entre certains habitants et des mouvements non reconnus et l'autorité publique. Ouais. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Bon,
De toute façon, moi, je suis comme tout citoyen. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je l'ai entendu. Mais je ne suis pas de la police. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas partie civile dans cette affaire pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais je sais simplement qu'il y a un incident qui s'est passé au cours duquel il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et certaines populations, et que certains policiers auraient été blessés et que des voitures auraient été incendiées à cause d'une affaire concernant une gazra. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Je ne sais pas le vrai du faux de cela. Ouais. Mais ce qui est important dans ça, je crois que nous sommes dans un état de droit. Et ça, c'est extrêmement important. Et hier, nous étions dans une situation que tout le monde connaît. Nous n'étions pas dans un état, c'est-à-dire qu'avant que l'État mauritanien n'existe, eh bien, chacun faisait ce qu'il voulait. C'est ce que je veux dire dans notre histoire récente. Ouais. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Ouais. Et si nous disons un état de droit, ça veut dire qu'elle a des lois, elle a des règles, elle a des procédures que nous devons respecter. Et je crois que cet incident-là qui s'est passé doit être traité conformément à la loi, conformément à la Constitution et aux lois de ces pays-là. Les forces de l'ordre, c'est quelque chose de sacré. Et on ne doit pas y toucher, parce que c'est eux qui assurent notre protection, c'est eux qui assurent notre sécurité. Donc, véritablement, c'est des symboles de l'État. Ouais. Nous devons tous les respecter, parce qu'à travers le respect de ces hommes détenus, nous respectons notre État, nous respectons notre pays, nous nous respectons nous-mêmes. Ça, c'est d'une part. D'autre part également, je crois qu'il faut aussi essayer d'analyser qu'est-ce qui est derrière ces événements. Qu'est-ce qui est derrière, pourquoi on dit IRA, pourquoi on dit les flammes, pourquoi on dit TPN, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a peut-être un malaise quelque part. Ce malaise également, on doit l'étudier, on doit le voir et on doit lui trouver une solution. Et cela ne peut se faire que dans le cadre du dialogue dont nous avons parlé. Bon, on me dit que l'IRA n'est pas reconnu, on me dit que Flamme n'est pas reconnu, TPN n'est pas reconnu. Oui. Mais tout ça, ce sont des choses qui peuvent être discutées dans un forum. Si aujourd'hui, nous estimons que nous sommes en Mauritanie dans le cadre des associations, dans un régime, n'est-ce pas, dans un régime d'autorisation préalable, eh bien si demain nous considérons que les conditions sont remplies et que nous pouvons passer d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas passer à ça. Mais il faut que les associations, ce n'est pas seulement ces trois dont j'ai cité, certainement il doit y en avoir d'autres au ministère de l'Intérieur qui attendent. C'est peut-être pas seulement, je suppose, que ce régime de déclaration puisse permettre à ces associations d'être reconnues. Mais évidemment, dans les conditions qui seront fixées par la loi, dans le respect de la loi. C'est-à-dire que, véritablement, ça ne doit pas être des partis ni des associations communautaires ou ethniques. Oui. Je pense que les problèmes qui sont posés, que ce soit le problème de l'esclavage ou le problème des séquelles de l'esclavage, le problème posé par les flammes, je pense que ce sont des problèmes nationaux. Ils peuvent être discutés à travers les partis politiques qui existent. Ils peuvent également être discutés à travers des partis politiques à créer. Okay. Mais eux, ils discutent ces problèmes dans des mouvements non reconnus. Oui. Vous, en tant qu'ancien du commandement territorial, si aujourd'hui vous étiez aux commandes et que ces mouvements sont des mouvements non reconnus et que c'est des mouvements aussi encore qui perturbent, je dis bien, la cohésion sociale ou la stabilité du pays, quelle sera votre position ou que faites-vous face à ces différents dossiers? Oui, écoutez, moi, je ne suis plus un homme d'autorité. Hein. J'ai quitté l'administration territoriale il y a longtemps. Mais aujourd'hui, supposons que vous êtes autorité et vous faites face à ces dossiers. Je ne peux pas être autorité aujourd'hui. Supposons, on suppose. Parce que je suis homme. On suppose. Je suis doublé d'homme politiques. Alors ça laisse des traces. Moi, je suis un homme politique aujourd'hui. Oui. Et donc, je ne suis plus un homme public. Ouais. Je suis plus plutôt une autorité administrative. Ouais. Si j'étais autorité publique, ma première action, c'est de préserver l'ordre public. Ok.
c'est de préserver les personnes et les biens. C'est ça mon rôle en tant qu'autorité. Donc vous ne le voyez pas en tant que cousin, en tant que frère, en tant que parent. Non, vous êtes autorité, vous allez trancher. Oui, mais quand on est une autorité administrative, ou quand on est un juge, ou quand on est détenteur d'une partie du pouvoir de l'État, on ne peut pas penser à une communauté à laquelle on appartient ou à une autre communauté. Parce que vous serez juge de tout le monde. Vous êtes là un arbitre pour tout le monde. Vous protégez tout le monde, suivant les lois et les règlements. Vous n'êtes pas là pour faire des sentiments, parce que ceux-ci-là sont de votre communauté. Mais encore une fois, je vous dis, moi je ne suis plus autorité administrative. Je ne suis plus dans cette situation. Je suis un homme politique, donc j'ai une autre lecture. Je peux avoir une autre lecture de cette situation. C'est cette lecture de cette situation qui m'amène à dire que ces problèmes doivent être revus de manière à ce qu'on sache qu'est-ce qui est derrière ça. Pourquoi ces gens-là bougent de cette façon? Pourquoi ils font des manifestations non autorisées? Pourquoi ils agissent? En tant qu'homme politique, je crois qu'on doit le regarder, on doit l'examiner sous un autre angle. Voilà simplement ce que j'ai voulu préciser. Excellence. Merci beaucoup pour un dernier mot. Avez-vous un appel à lancer aux Mauritaniens? Vous êtes une référence de ces pays. Vous avez contribué au développement de ces pays, vous étiez dans l'administration, vous êtes vraiment une référence de ces pays. Je pense que si vous lancez un appel, cet appel sera entendu. Je l'espère, je l'espère. Moi, en réalité, j'ai terminé ma carrière administrative depuis 16 ans. Je suis à la retraite. Je suis devenu grand-père. Qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Si c'est le pouvoir, je l'ai exercé très jeune. En 1979 déjà, j'étais préfet de Kifa, j'avais 30 ans. J'ai occupé des hautes fonctions dans ce pays. Qu'est-ce que je cherche? Ce que je cherche aujourd'hui, c'est pour mes enfants, c'est pour leurs semblables, c'est pour les Mauritaniens. Donc, si je dois lancer un appel, je lance un appel à tous les Mauritaniens. Pas seulement à une partie contre une autre partie. Je lance un appel à tous les Mauritaniens, qu'ils soient de la majorité ou qu'ils soient de l'opposition. Nous, ce que nous avons d'important, c'est ce pays-là. Ce pays-là, nous devons le faire ensemble. Nous devons le construire ensemble. Et personne d'autre ne viendra le construire à notre place. Il faudrait que chacun de nous accepte de renoncer à certaines choses de part et d'autre pour qu'on accepte de s'asseoir autour d'une table et discuter. Je suis sûr et certain, c'est ma conviction intime, que si les Mauritaniens arrivent à accepter de se mettre autour d'une table, de s'asseoir autour d'une table, de se regarder en face au lieu de se donner le dos, je suis certain que s'ils acceptent de se parler, je suis sûr et certain qu'ils arriveront à une solution. Parce que nous, quand nous avons fait le dialogue de 2011, on n'était pas sûr d'avoir les résultats que nous avons obtenus. Mais nous avons obtenu des résultats importants. Certains vous diront non, c'était pour amuser la galerie. Mais nous disons que ce n'est pas pour amuser la galerie. Nous ne sommes pas non plus des gens qui amusent les galeries. Nous sommes des gens qui croyons profondément à ces pays. Nous sommes des gens qui ont, comme les autres collègues, certainement participé à la construction de ces pays. C'est simplement, nous sommes convaincus que c'est autour d'une table qu'on peut régler les problèmes de la Mauritanie. Et je dois reconnaître également qu'à un certain moment, d'ailleurs dans les négociations de 2011, nous avons eu quelques difficultés entre nous, opposition, qui a participé, et la majorité. Et ces problèmes ont été réglés par le chef de l'État, et toujours dans le sens que nous avons posé. Ça, c'est un point important. Et même après ces problèmes qui se sont passés, et récemment d'ailleurs, quand nous avons eu un problème au niveau de Rosso, au niveau de la commune de Rosso, et bien finalement, je crois que ce problème a été réglé parce que peut-être il y avait une mauvaise interprétation des uns et des autres de la loi concernant
les démissions des élus. Il y a eu peut-être une mauvaise interprétation de part et d'autre. Mais finalement, en tout cas, nous avons eu gain de cause. Donc nous pensons que quelque part, véritablement, il y a une volonté véritablement de faire en sorte que ce que nous avons convenu puisse être appliqué effectivement. Donc voilà un peu ce que je dis à nos autres amis. Je leur demande de venir. Les bras sont ouverts, la porte est encore ouverte. De venir et d'accepter d'aller avec nous, tous ensemble. Je suis certain que si nous nous mettons autour d'une table, nous allons trouver des solutions qui vont nous permettre de transcender les problèmes qui existent et de construire ensemble la Mauritanie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale Liqa Khas. Nous avions comme invité M. Ahmed Ould Mohamed Ould Khairou, connu sous le nom de Ahmed Traoré, administrateur civil à la retraite, ancien ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ancien député de Dar Naïm et ancien du commandement territorial. C'est la fin donc de cette émission. Au revoir et à très bientôt.